pensez du système, Michel? Est-ce que vous avez retenu entre l'avant et l'après? Je dirais que disons, une différence assez nette d'amélioration. Oui, j'ai l'impression que c'est sur deux plans. D'une part, au niveau du c'est plus naturel. Les basses sont mieux maintenues. Puis les aigus, c'est à la fois plus ferme et moins agressif. Je ne sais pas si je m'exprime bien, enfin c'est pas plus naturel. Également une grosse amélioration au niveau de la localisation. Positionnement dans l'espace, pareil. Dans un cas, on entend deux enceintes, dans l'autre, on entend des chanteuses qui n'ont pas ignoré le niveau, le milieu, etc. Voilà. C'est très bien exprimé parce qu'en fait, vous venez de soulever toutes les améliorations que peut apporter la machine. La première, c'est sur le plan timbral. On va obtenir un équilibre tonal beaucoup plus intéressant. On va se rapprocher d'un son un petit peu plus naturel, parce que forcément on va s'affranchir de la pièce. Ensuite, le deuxième plan, effectivement, c'est sur la localisation. Tout simplement parce qu'on travaille sur une technologie qui fonctionne à la fois sur le plan fréquentiel et temporel. Donc sur le plan fréquentiel, ça fait juste en sorte que les fréquences arrivent à vos oreilles avec la même énergie. Du moins, c'est ce qu'on demande à la machine dans un premier lieu. Ensuite, on travaille un petit peu plus en profondeur. Ensuite, sur le plan temporel, on fait en sorte juste que toutes les fréquences arrivent à vos oreilles avec le même timing. Alors on parle souvent de mise en phase d'un système que c'est souvent assez mal, je dirais, perçu. Et pourtant, un système, même s'il est designé pour avoir une phase parfaite, la sortie de l'atelier, du constructeur, souvent on se rend compte que dans une pièce, finalement, la pièce a un impact assez important sur la mise en phase des Donc finalement, vous avez soulevé tous les éléments qu'il fallait soulever dans l'écoute. Je rajouterai que en fait, lorsqu'on met l'optimisation, on se retrouve devant une scène sonore. On localise beaucoup moins les enceintes en fermant les yeux. Lorsqu'on enlève l'optimisation, le son retombe systématiquement en fait, dans les enceintes. On arrive à localiser le son, et c'est d'autant plus notable sur un système 2.2 par exemple, où le grave, vous n'allez pas pouvoir le localiser. Dès qu'on enlève l'optimisation, vous allez pouvoir localiser les sons beaucoup plus facilement. Alors ça vient d'une technologie qui est assez avancée. C'est tout simplement qu'on prend des mesures dans la pièce, on prend un point de référence, un point d'écoute. Dans cette pièce a été la place de monsieur. Donc le deuxième rang, place centrale. C'est vous qui aviez le son le plus représentatif de la correction acoustique active de Trinov. Et ensuite, on a étalé différents points de mesure sur les côtés, à la place de monsieur. On a pris un point un peu plus en hauteur, un point un petit peu plus bas, et ensuite un point un peu plus basse. Donc le rendu, c'est essentiellement l'élargissement d'une zone d'écoute, et de faire en sorte que vous avez une meilleure liberté de mouvement. Si on avait fait qu'un seul point de mesure à la place de monsieur aurait été le seul à profiter de la correction acoustique active, et en plus, à sa place, il aurait eu quelque chose de très précis, avec une image sonore vraiment très détaillée, très décortiquée. Malheureusement, ça n'aurait pas fonctionné pour tout le monde. Tout ça pour amener que finalement la machine dispose de 30 presets. C'est-à-dire qu'une fois que vous faites une suite de 10 mesures, vous en faites exactement ce que vous en voulez. Les mesures sont gardées en mémoire, je vais vous montrer ça. Les mesures sont gardées en mémoire et vous leur donnez des importances, des poids. Là par exemple, le centre deuxième rang est celui qui a le plus de poids, et ensuite tous les autres points ont une importance de 1. Ce qui fait qu'on a élargi la zone sonore avec la même importance entre monsieur et monsieur sur le côté, et vous aussi également, ici à l'arrière et au-dessus de monsieur. Ce qui fait que du coup on arrive à obtenir quelque chose de beaucoup plus linéaire sur une zone un petit peu plus élargie. Ensuite, à partir de là, vous appuyez sur le bouton Compute et la machine va vous calculer une suite de filtres qui va vous faire une première proposition de compensation. Alors je dis toujours proposition de compensation, pourquoi? Parce que ce n'est pas un outil magique. Ça va d'abord vous donner les premiers pas, tout ce qui est très difficile à mettre en œuvre sur un système d'écoute. Et à partir de là, la machine va vous laisser la main. Parce que finalement, la cible de la machine, c'est de mettre tout le monde d'accord, en quelque sorte.
c'est que la cible, c'est le 0 dB. Je vais prendre une courbe toute simple. Pas celle-ci, puisqu'il s'agit de la phase. La courbe d'amplitude. Ça, c'est la caractéristique de la pièce. Et c'est ce qui fait un peu la particularité de notre système, c'est qu'on a un micro de mesure 3D qui va décortiquer tous les éléments de la pièce. Il va prendre d'abord le son direct, parce que c'est ce qui parvient en premier au micro, va conserver les premières réflexions parce qu'elles arrivent dans un espace temporel qui est trop mince, en fait, pour pouvoir être séparées de la pièce. Ensuite, va prendre une mesure de la pièce au point d'écoute, va mesurer la réverbération tardive, l'énergie au point d'écoute, va calculer la phase, va savoir exactement où sont localisées les enceintes, quels sont leur écartement, leur élévation, et à partir de là, on va vous délivrer une analyse acoustique. Et cette analyse acoustique, elle est ici sous forme de graphe, donc amplitude, c'est la pièce, et là on peut voir la courbe avant, et ici la courbe après. Donc on peut voir qu'on a corrigé la majeure partie des imperfections de la pièce sur ces points d'écoute. Alors ça c'est une moyenne, hein. Je peux vous afficher tous les points de mesure si vous voulez tout à l'heure, mais là il s'agit d'une moyenne faite sur la totalité des points de mesure. Donc on peut voir qu'ici sur cette pièce, on a quasiment 10 dB de boost à 30 Hz, ce qui est quand même assez énorme, c'est beaucoup d'énergie. Généralement cette énergie va venir masquer une partie du spectre, et donc forcément dénaturer votre écoute. Donc vous choisissez une écoute pour leurs caractéristiques. Vous l'écoutez chez votre revendeur préféré, vous la trouvez magnifique, vous la mettez chez vous, et là soit vous êtes heureux parce qu'elle sonne vraiment comme vous le souhaitiez, soit vous êtes complètement désemparé parce qu'elle n'a plus du tout le même son que vous imaginiez et celui que vous avez entendu chez votre revendeur. Tout simplement parce que votre pièce a un impact sur le son de votre écoute. Et pas seulement au niveau de l'énergie, mais au niveau du timing aussi. Donc là, on va aller sur l'amplitude directe. L'amplitude directe, c'est la caractéristique de votre enceinte. Alors, je vais vous montrer l'interaction entre les deux. C'est que lorsqu'on voit ici, sur la courbe de la pièce, un boost aux environs de 150 Hz ici, de près de 5 dB, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est ma pièce qui donne ça, ou est-ce que c'est une caractéristique de mon enceinte qui a été amplifiée par ma pièce? Donc du coup, on va aller le voir, on va aller le vérifier ici. Et on se rend compte que non. En fait, c'est la pièce qui a apporté ce boost dans ces fréquences particulières, et notamment dans l'extrême grave. On peut voir ici. Alors les creux que vous voyez ici, il ne faut pas en avoir peur, ce sont les premières réflexions. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que les keufs ont une réponse avec des trous comme ça dans les fréquences. C'est ce qu'on voit là, ce sont les premières réflexions. Et ces premières réflexions, ce sont elles qui vont causer le plus de dégâts à votre écoute. Tout simplement parce qu'elles arrivent dans les premières millisecondes avec le son direct. Et donc du coup, je prends un exemple tout simple, une enceinte qui est positionnée près d'un mur, la première réflexion sur ce mur va parvenir à votre oreille avec une différence temporelle qui est trop infime pour que votre oreille fasse le tri, que votre cerveau fasse le tri. Et ce qu'il va faire, c'est plutôt que d'arriver à faire le tri et à séparer cette information et à garder l'information la plus importante, lui va la traduire en une coloration. Et c'est ce qui va venir colorer votre système. Alors, c'est ce que fait le Trinov. Le Trinov va non seulement arriver à linéariser votre pièce, mais va aussi regarder des éléments bien particuliers dans toute la composante de votre système, le son direct, les premières réflexions, la pièce, la réverbération tardive, les modes au point d'écoute, et va faire un savant mélange entre tout ça, va appliquer des algorithmes qui sont complètement dédiés, et ensuite tout ça va être sommé à la sortie, et va vous donner ce que vous avez écouté tout à l'heure. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, on a corrigé votre pièce, tout est extrêmement linéaire, mais votre écoute conserve ses caractéristiques. Vous allez me dire, oui, mais tout à l'heure, vous avez dit que la cible de la machine, c'est d'arriver au 0 dB. Alors effectivement, c'est ce qu'elle essaye de faire. Avec les paramètres par défaut, elle va mettre tout le monde d'accord, comme je disais, tout va être linéarisé, et à partir de là, c'est une page blanche sur laquelle vous allez commencer à travailler. Et cette page blanche, vous allez pouvoir, justement, commencer à dessiner la caractéristique de votre enceinte. Donc ça, c'est ce qui a été relevé par l'amplitude directe. Et ce qu'on a fait hier soir, en faisant l'installation, c'est qu'on a dessiné
la caractéristique de l'enceinte dans cette courbe cible. La courbe cible, qu'est-ce que c'est? C'est la courbe cible, c'est ce qu'on va demander à la machine. Je veux dire, plutôt que d'aller au zéro, supprime-nous toute la pièce, franchis-nous de cette contrainte de pièce, mais par contre, essaye de respecter cette courbe pour qu'on conserve les caractéristiques des enceintes. Donc du coup, c'est ce qui vous permet de garder finalement le naturel de votre enceinte, la raison pour laquelle vous avez choisi ce système-là, mais en même temps, vous n'entendez plus votre pièce. Ensuite, deuxième avantage que monsieur a soulevé tout à l'heure, c'est encore une fois le timing. Alors le timing, c'est la phase, et on va regarder la phase avant-après. Alors on peut voir ici, dans la courbe avant, que les deux enceintes se suivent quelque part, même s'il y a une rotation de phase, mais par contre, dans le haut du spectre, on peut voir qu'il y a un décrochement. Et c'est justement dans le haut du spectre que la phase est importante, parce que c'est ce qui va vous permettre de bien localiser les éléments du mixage et d'avoir une image complètement décortiquée. Donc ici, vous voyez ce que fait le Trinov. Il prend les rotations de phase et fait en sorte de les restituer d'une manière linéaire. Donc on a une phase qui est parfaitement linéaire, on va dire à partir de 200 Hz. On peut obtenir mieux, et suivant les systèmes, on va entendre ou pas la correction. Et ce qu'on cherche justement, c'est de ne pas entendre la correction. Et c'est en ça que ce système est intelligent, c'est que vous pourrez toujours en tirer la cible que finalement vous visez. Et vous allez pouvoir vous faire un système sur mesure tout en respectant votre système. Ensuite, vous avez d'autres éléments qui sont peut-être un petit peu plus pointus et qui vont parler à des personnes qui vont mettre en œuvre un système, par exemple en filtrage actif, etc., qui vont avoir besoin de regarder ce qui se passe au niveau des groupes délais. C'est une autre forme de représentation de timing, cette fois-ci pas en degrés, mais en millisecondes, en temps. Et vous avez la réponse impulsionnelle, et c'est un élément qui est extrêmement important sur une enceinte, parce que le premier pic d'impulsion, c'est ce qui va vous donner justement tout le détail, en plus enfin, ça fait partie de la phase, ça fait partie du timing, mais ça va vous donner une image extrêmement décortiquée. Vous allez bien ressentir le centre va être repositionné, ça va être très, très précis. Tous les espaces qui ont été utilisés par l'ingénieur du son au moment du mixage vont être retrouvés, vont pas être masqués. Typiquement, en studio, lorsqu'on met en place un système, la première chose qui revient, et c'est ce qui revient le plus souvent, c'est finalement l'espace entre l'enceinte et cet endroit-là qui est retrouvé, qui finalement, sans correction acoustique, cet espace-là finalement est perdu dans le mixage. C'est dommage. Et lorsqu'un ingénieur du son va placer une source ici, c'est intéressant de pouvoir l'entendre ensuite sur son système à la maison. Et c'est ce que permet de faire l'alignement en phase, notamment sur la réponse impulsionnelle. Donc là, je vais vous montrer la réponse impulsionnelle. C'est le premier pic d'impulsion de l'enceinte. Et ensuite, on voit tout ce qui découle finalement du système, les premières réflexions, etc. Donc ici, vous avez une réponse impulsionnelle avant-après. Et ce qui nous marque à première vue, c'est que l'enceinte gauche et l'enceinte droite n'ont pas le même pic d'impulsion. Et que ce pic d'impulsion n'est pas franc du tout. On peut zoomer davantage. Et on peut même faire en sorte de montrer juste la gauche et la droite. On peut voir qu'en bas, tout est parfaitement aligné et qu'on a un pic qui est beaucoup plus franc. Alors vous allez me dire, tout ça, c'est on chipote un petit peu. Mais en fait, pas du tout, parce que ce mélange d'éléments, ces petits gains de précision qu'on va obtenir sur chacun de ces domaines-là, vont nous donner un système qui est parfaitement naturel et parfaitement aligné. Et je peux vous citer juste un exemple. On est sans arrêt en quête d'un son parfait pour chez soi, surtout quand on aime la musique. On va avoir tendance à changer son système, à le mettre en doute, dire non, c'est peut-être pas ça qu'il me faut, il faudrait peut-être des lampes pour avoir quelque chose de plus chaud. On va acheter des lampes, on va changer son préampli, changer ses convertisseurs pour quelque chose de plus transparent, pour gagner en naturel, en vérité. Et ensuite, on va se dire que le dernier échelon, ça va être le câblage. On va investir davantage dans le câblage, on va avoir un mieux. Mais finalement, moi ce qui me frappe, c'est que l'élément le plus important, après tout ça, et qui est oublié, c'est la pièce. Dans un studio, je peux vous citer un autre exemple, dans un studio, même s'il est parfaitement maîtrisé sur le plan acoustique, qu'il est designé par un acousticien, il reste toujours un élément qui va poser problème. Typiquement,
lorsque vous allez poser une grosse console en plein milieu du trajet du signal, entre des enceintes encastrées qui ont été mises en phase pour arriver pile poil au point d'écoute de l'ingénieur du son, et finalement, quand vous mettez une console en plein milieu, eh bien, vous avez un gros plateau sur lequel va venir se poser avec joie toutes les premières réflexions avant d'arriver à vos oreilles. Donc pour le coup, vous avez un système qui a été onéreux, avec une acoustique passive qui est parfaitement maîtrisée, mais vous rajoutez des éléments, et d'un coup, vous retrouvez quelque chose qui ne vous convient plus, ou du moins que vous pensez pouvoir être vrai, et d'un coup, vous vous rendez compte que vous égalisez non pas votre contenu, votre musique, mais votre pièce. Et c'est un petit peu la même chose en hi-fi, c'est ce qu'on va rechercher. Et en haute fidélité, le dernier chemin manquant, ça reste quand même la pièce. Parce qu'elle a un impact sur la phase, sur le timing de votre écoute, sur les modes et sur les surplus d'énergie ou les pertes d'énergie que vous allez avoir sur certaines fréquences. Et finalement, qui va peut-être vous pousser à aller encore chercher plus loin un système, à changer un élément pour arriver à quelque chose de plus vrai, alors que finalement vous l'avez peut-être sous la main. Donc voilà, c'est une autre approche. Alors beaucoup pensent qu'un trinove, c'est un égaliseur. Et j'aurais tendance à dire oui, mais non. Tout simplement parce que l'égaliseur, qu'est-ce que c'est? Je vais vous citer un exemple tout simple, encore une fois, c'est un égaliseur des années 80, quand on les mettait dans des chaînes, on pouvait booster le grave, baisser un petit peu l'aigu, etc. Et finalement, on pensait arriver à une écoute complètement personnalisée. Malheureusement, on n'égalisait pas seulement le son qui sortait des enceintes, mais la pièce, finalement le système complet, la pièce et les enceintes. Et du coup, on se rapprochait peut-être de quelque chose de vrai, mais pas tout à fait. Un trinove, alors c'est sûr, on va se rapprocher de l'égaliseur parce qu'effectivement il y a des filtres, c'est ce qui caractérise un égaliseur, ce sont des filtres, mais sauf que ces filtres-là vont être complètement dédiés. C'est-à-dire qu'on va regarder certains éléments, on a parlé d'amplitude directe, de première réflexion, d'amplitude, de mode, d'énergie, de réponse en énergie, on a parlé de timing, de phase, de réponse impulsionnelle. Tous ces éléments-là vont être décortiqués complètement séparément et vont être dédiés avec des filtres qui vont être traités avec des filtres qui sont parfaitement dédiés et qui vont être ensuite, en plus, construits en fonction de l'incident qui va être rencontré. Alors, c'est peut-être un égaliseur, mais un égaliseur qui est quand même d'une certaine puissance. Alors, on va peut-être réécouter après tous les éléments que je viens de vous donner, et vous allez essayer peut-être de retrouver une partie des éléments dont je vous ai parlé, à savoir la phase. Concentrez-vous sur la précision de l'image stéréophonique, sur le voile que vous allez peut-être obtenir sur la voix. Alors c'est sûr, ça peut être une différence infime, mais au final c'est une énorme différence. Concentrez-vous sur le fait que le son retombe dans les enceintes lorsque l'on enlève la correction. Et puis concentrez-vous également sur le maintien du grave. Vous allez avoir un grave qui va être généreux, c'est sûr, mais qui va être maintenu. Dès qu'on enlèvera la correction, vous allez avoir quelque chose qui va avoir tendance à s'étaler